Bonjour et bienvenue dans Sans Toi, le podcast qui donne la parole aux orphelins célèbres. Des hommes et des femmes qui se sont construits malgré l'absence d'un père, d'une mère et parfois de leurs deux parents. Ils ont accepté de partager avec moi leur histoire pour servir de porte-voix à ces enfants qui représentent près d'un enfant par classe en France. Un podcast soutenu par Psychologie Magazine et réalisé grâce à la fondation OCIRP, dont l'objectif est de faire connaître et reconnaître la situation des jeunes orphelins en France. Que provoque ce deuil précoce dans la vie d'un enfant ? Comment mieux le soutenir et l'accompagner ? Dans quelle force puisse-t-on pour se construire ? Je suis Sarah Dumont, fondatrice de Happy End, le site qui invite à vivre en paix avec la mort, et c'est pour lever le tabou sur les orphelins que je suis allée rencontrer Serge Moati. Il a perdu coup sur coup ses deux parents à l'âge de 11 ans. Réalisateur, producteur et auteur, il a raconté de façon compulsive, au travers de livres et de documentaires, la vie des absents et le combat de ceux qui restent pour survivre. Pour lui, on ne se remet jamais du deuil d'un parent. Toute sa vie, il a cherché à ressembler à son père, au point de lui prendre son prénom à l'âge de 18 ans. Ce n'est qu'à la naissance de sa petite fille Anita qu'il semble avoir trouvé l'apaisement. Là, parce que la petite aînée, ma première petite fille, la petite Anita, et j'avais envie de lui raconter une partie de son héritage amoureux, ses gènes, d'où elle vient, une partie en tout cas de ses gènes. Et donc je lui ai raconté ma vie, le monde ancien, le mien. Au début, le bouquin s'appelait L'ardoise magique. C'était, vous savez, le truc des enfants, ça efface comme ça. Et j'avais commencé en disant, voici un livre de retraité qui bat en retraite, ça s'efface et je m'efface, etc., etc. Bon, c'était ce genre de truc, quoi. C'était pour moi un moment presque fini, mais autour de mes 70 ans, comme ça. J'en ai 73, là. Et puis, toc, elle est arrivée. Elle a 2 ans et demi, maintenant. Quand je dis toc, c'est un événement hyper heureux. J'ai senti mon cœur se dilater, s'agrandir, battre très fort, etc. Et je me suis rendu compte à ce moment-là que presque, je dis bien presque, j'en avais fini avec l'orphelinat. C'est-à-dire que, je sais pas que j'en avais fini, mais on finit jamais. Mais c'était plus le sujet. Et donc l'ardoise magique est devenue la lettre à Anita, parce que je me suis senti devenir chef de dynastie. Ce que j'avais pas eu avec les enfants. Dieu sait que je les adore, hein. Mais c'était mes enfants, hein. On vivait ensemble, d'accord, très bien. Puis je les faisais brère avec mes histoires d'orphelins. Et là, non, elle a 2 ans et demi, je vais pas la faire brère avec mes histoires d'orphelins. Donc je lui raconte comme ça, mais sans drame ni pataquès. Mon père est mort un 16 août 57 et moi je devais avoir 11 ans le lendemain, puisque je suis né le 17 août. Il est mort à Paris, à l'hôpital Lariboisière, d'un truc au cœur. On m'a fait sortir de la chambre, on voulait pas qu'un enfant voie la mort, etc. Ce qui, à mon avis, est une erreur, mais enfin, ça fait rien. Paf, je perds mon père à ce moment-là. Et 2 mois après, je perds ma mère, d'un cancer. On était tous à Paris, là, parce que ma mère faisait un traitement à Villejuif, vous savez, l'hôpital de Villejuif spécialisé dans les cancers. Et donc, on était là, à Paris, pour ça, mais du coup, il y a eu mon père qui s'y est mis, et ma mère amoureuse qui l'a suivi dans la mort, en octobre. Ma mère m'a pas préparé, pas plus que mon père. Ma sœur, elle, la grande, là, celle qui m'a élevé après, savait, puisque le jour de la mort de papa, les médecins de Villejuif lui avaient dit « Votre mère n'en a pas pour longtemps, vous vous rendez compte ?» Et elle savait, moi pas, non, j'étais un figurant, j'étais trop petit. Et ma mère, par contre, je l'ai vue mourir, puisque c'était dans notre villa à Tunis, et je l'ai vue mourir, quoi. Et mourir, c'est-à-dire fermer les yeux, comme s'endormir profondément. Moi, j'ai cru longtemps que c'était moi le responsable de leur mort. J'ai vu en filmant des orphelins de par le monde, que souvent, les orphelins croient qu'ils sont responsables de la mort de leurs parents. Genre, j'ai pas été un enfant gentil. C'est ce que je pensais, moi, par exemple. Et quand je leur ai raconté cette histoire-là, ces orphelins des 4 coins du monde, ils m'ont dit, c'est drôle ce que tu dis, moi aussi. Comme si on a été responsable de ça. Ce qui est quand même insensé. Mais ça fait rien, c'est comme ça. C'est-à-dire, on me punit de quelque chose. Moi, on me punissait, par exemple, de ne pas supporter qu'ils aient 5 minutes de retard. Par exemple, il disait, on rentre à 8h ce soir. À 8h10, j'étais en larmes. Et ça a continué à Paris avec ma grande sœur. J'appelais les hôpitaux, les gendarmeries, les machins comme ça, etc.
C'est-à-dire que je leur rendais la vie infernale. Et donc, c'était un peu pour me punir qu'ils sont morts, de les avoir persécutés d'une certaine façon. Puis je raconte dans mon bouquin, la lettre à Anita, que je voulais être danseur étoile, j'ai un peu forci depuis, je m'en excuse, mais je voulais être danseur étoile, je sais pas pourquoi. Après, Dieu merci, j'ai voulu devenir metteur en scène assez vite. Mais et ma mère m'a trouvé faisant de grands écarts dans la glace, tout ça. Elle m'a dit, tu commences à avoir mauvais genre. Ça voulait dire pédé, tarlouse. Enfin, j'imagine, hein, mais je pense que c'est vraiment ça. Et donc j'en ai voulu. Et dont je suis là aussi responsable de lui en avoir voulu. Vous voyez ce que je veux dire? Et je me suis même inventé une mère de substitution, ce qui est quand même hallucinant. Je savais que c'était pas vrai, évidemment. Je raconte ça en rigolant à Anita. Mais ça m'a aidé. J'étais donc le fils naturel de la reine Élisabeth. Mais oui. D'ailleurs, si vous me regardez bien, j'ai le type Windsor. C'était très étrange d'inventer ça, parce que c'était une histoire que je m'étais bricolée. Alors, un point terrible. C'est-à-dire, Philippe et Mum venaient à Tunis, étaient enceintes, et elle a rencontré un couple de braves gens, des juifs tunisiens, comme ça, elle leur a filé le bébé, moi. C'est pour ça que je m'appelle Henri, de mon vrai prénom, avec un Y, Henry. Eh oui, il y a une raison à tout. Et elle m'a beaucoup aidé, cette reine. Elle m'a beaucoup aidé. C'est-à-dire que papa, maman étaient morts, mais elle était sur moi, elle veillait depuis Buckingham. Alors j'ai inventé des conversations avec elle. Je racontais ma vie, tout ça, etc. Et à un point tel que Mitterrand, je venais de me marier, il me dit « Qu'est-ce que vous faites en fin d'après-midi ?» Je dis « Rien de spécial, enfin, samedi soir. » Non, parce que je vais en voyage d'État à Londres, venez, parce que j'étais son conseiller, vous savez. Bon. Et dans l'avion, on nous dit rien à part comment serrer la main comme si j'avais besoin qu'on me dise comment serrer la main de ma mère. Enfin, c'est hallucinant. On traverse Londres en carrosse et je salue mon peuple. Et on arrive à Buckingham, on traverse un immense salon, comme ça, et on arrive devant Philippe, Charles, l'usurpateur, ce blondinet aux yeux bleus, enfin, c'est ridicule. Alors que moi, bon. Et Mitterrand, il avait fait tout ça pour me dire d'une voix sinistre, sans bouger, vous savez, votre maman. Putain, il avait organisé ce voyage. Vous voyez, ça, c'était un grand bonhomme, quand même. C'était tellement drôle. Alors, j'en pouvais plus, à la fois d'émotion et de fou rire, quoi. Et je vois maman, donc, elle me reconnaît forcément, enfin bon, mais la pudeur royale. Hein. Et donc, avec Mitterrand, on a eu un fou rire après, extraordinaire. Je dis, vous êtes un grand coquin, quand même, hein, un grand coquin. Mais il me dit, bah oui, mais vous savez, je comprends. Il avait fait tout ça parce qu'un de mes copains avait dû lui dire, Moiti, il a une espèce de folie. C'est la reine d'Angleterre, quoi. Je voulais pas que ça se sache, et donc c'est pour ça que je m'ai inventé des coups de fil. Mon père m'a appelé, ma mère m'a appelé, il y avait une cabine téléphonique dans la loge de la concierge. Alors je feignais d'avoir des coups de fil. J'avais peur de deux choses, juif, orphelin, qu'on découvre, quoi, je veux dire. Orphelin, c'était ne pas être comme les autres, du tout. Et juif non plus. Donc j'inventais des trucs. Et je faisais des prières secrètes dans mon dortoir. Je répétais 40 fois le même mot, papa, maman, vous qui êtes là, enfin je sais pas quoi, c'est dans mon bouquin, j'ai retrouvé les paroles. Bon, ça c'était la peur panique. Et un jour, un prof à la con, à la rentrée de classe, il dit très fort, mais enfin, monsieur Moiti, vous avez marqué que votre père était journaliste, et nanana, mais vos parents sont morts. Très fort, comme ça. J'étais donc un menteur démasqué. Et tous les autres sont mis à se marrer dans la classe. C'est-à-dire, je me sentais non seulement orphelin, mais menteur. C'était la dernière chose à laquelle je m'attendais. Pas la pitié. C'est un dissimulateur, c'est un menteur, quoi, etc. Donc j'ai beaucoup pleuré. Il a fallu beaucoup de temps pour que ça se passe. Il y a eu des moments d'éclaircie, heureusement. Mais c'est comme juif, hein. C'est une stigmatisation. Ils ont découvert que j'avais un zizi pas comme les autres en allant à la douche. Bon, alors ça a été le cauchemar. Ils venaient voir mon zizi la nuit. Moi, je faisais semblant de dormir. Ils disaient, il a un zizi pas comme nous, etc. Bon, enfin, vous voyez le genre. Et le genre, c'est avoir quelque chose à cacher pour moi, mais je pense que je suis pas seul du tout. Hein.
La première année, j'étais accablé, j'étais devenu mauvais élève, alors que j'étais plutôt bon élève. Enfin bon, tout ce genre de bêtises, vous voyez. Je cachais tant que je pouvais les trucs, mais j'avais été démasqué. Donc la première année a été vertigineuse, dans le genre épouvante. Puis la deuxième année, coup de bol. Et Dieu aide, je crois. Enfin, je sais pas. Je dis Dieu parce que je sais pas quoi dire d'autre. Je trouve une petite annonce dans France Soir et un jeune metteur en scène, François Truffaut, cherchait des enfants pour jouer dans les 400 coups. Et alors je me démerde, je téléphone à François Truffaut, qui était pas connu, qui avait 27 ans, et il me reçoit. Et là, il a été un grand frère. Il m'a pas pris, comme l'histoire le retient peut-être, pour jouer le rôle principal des 400 coups. Mais on est restés amis jusqu'à sa mort. Et il a été formidable. Il a fini par comprendre que j'étais orphelin. Il m'a demandé si j'avais l'accord des parents pour jouer dans le film. Et là, moi, j'ai pas su mentir bien. J'ai dit, ils sont morts, etc. Et après lui avoir dit que j'étais très proche de l'univers de Bergman, j'avais appris par cœur la phrase Bergman, je sais même pas qui c'était, mais je trouvais ça chic de dire je me sens très proche de l'univers de Bergman, et que j'avais beaucoup aimé le procès d'Orson Welles. Il me dit Orson Welles. Oui. Orson Welles, bien sûr. Enfin bon, je mentais, j'étais déjà un menteur terrible. Et j'avais appris à mentir, forcément. Et donc, il m'a fait venir sur tout le tournage, vous vous rendez compte? Et chaque fois qu'il faisait un plan, il me disait « Allez Henri, viens voir la caméra ». Alors je mettais l'œil à la caméra, comme ça. Et il me disait « Qu'est-ce que t'en penses ?» Alors je faisais « Ouais, c'est pas mal, mais peut-être que tu devrais... » Je sais pas quoi, je disais n'importe quoi. Alors il faisait semblant, lui, de changer le truc. Il me disait « Allez, Henri est d'accord, fais le clap ». Et je faisais le clap. Et le pauvre, il a vu tous mes premiers films. Je dis le pauvre parce qu'ils étaient indigents, mes films. Je faisais des petits courts-métrages quand j'avais 14-15 ans. Enfin, bon, mais j'ai vraiment un acharnement incroyable. Et c'est comme ça que j'en suis sorti, pour dire les choses. Franchement. Et pas du tout la première année, mais au fur et à mesure que je me suis retrouvé avec une caméra à faire des images. Et pour moi, c'est très lié à l'orphelinat, ça. Parce que j'ai très peu de photos de mes parents, par exemple. À l'époque, on faisait très peu de photos. J'en ai dû en avoir 4-5, vous voyez, pas beaucoup. Et c'était des images fixes. Et je voulais que ça vive. Donc j'ai commencé à tourner. En faisant des petits films, incompréhensibles pour moi, heureusement aidé par Truffaut, qui me reprenait. Le cinéma m'a beaucoup aidé à ça. Le fait que j'ai fait 200 documentaires, vous voyez, c'est énorme, quoi. On fait des films pour qu'il reste des traces aussi. Je commence les journaux toujours par la rubrique nécrologie. Je cherche les gens oubliés, ceux qui ont été mes contemporains et on ne sait pas qui c'est. Et je retrace leur carrière. C'est intéressant, c'est rigolo, le monde est peuplé de morts. Et donc ça m'intéresse. Tous ces gens que j'ai pas connus. Et j'ai beaucoup filmé pour le mémorial de la Shoah, par exemple, des gens qui sont des survivants et qui meurent au fur et à mesure. C'est des rescapés de la Shoah, vous savez, ils sont maintenant à un certain âge, quoi. Et j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup recueillir les paroles des morts, parce que moi j'ai pas pu recueillir les miens. Et j'aime bien faire survivre, faire durer dans le temps. Vous savez, ma vie, c'est une série de coups de bol et de mensonges. C'est ce que je dis à la petite, là. Les mensonges sont salvateurs. Tes parents peut-être te diront qu'il faut pas mentir. Moi, je te dis, vas-y. Moi, un peu. J'ai menti beaucoup. C'est ça qui m'a aidé à m'en sortir. Mais il n'empêche qu'on ne cesse pas d'être orphelin. C'est-à-dire que il m'a toujours manqué l'assentiment des parents. C'est-à-dire le tapotage de joue. Vous savez, je suis fier de toi, mon fils. Ce que moi, j'arrête pas de dire à mes enfants, par exemple. Je suis fier d'eux. J'ai un fils comédien, j'ai un fils producteur, j'ai une fille décoratrice. Et j'arrête pas de dire, je suis fier de vous. Il m'a manqué cet sentiment-là. C'est-à-dire jamais dans une salle de projection, je rêvais de ça d'ailleurs. Une salle de projection, le noir, quelqu'un, un homme, une dame, vient s'asseoir dans l'ombre. Et c'est mes parents, vous voyez. Ils me disent, c'est bien. Rien. Et ça, c'est quelque chose qui est tout à fait inguérissable. On n'a pas de mémoire, on n'a pas d'histoire racontée. On m'a jamais raconté d'histoire de famille. Vous voyez, ce genre de truc. Et donc ça, c'est quand même
inguérissable. C'est pour ça que j'ai écrit ça. Il n'y a pas d'autre raison. J'ai pris le prénom de mon père, Serge, je sais pas, vers 15 ans, quoi. Parce qu'au début, je m'étais appelé Serge Henri Moati, mais je trouvais que ça faisait un peu prétentieux, quoi. Serge Henri Moati, il faut pas exagérer. Surtout pour des petits films incompréhensibles par son auteur lui-même. Donc après, j'ai enlevé le Henri. Le Henri a disparu. Et alors, je suis devenu Serge, je suis devenu gros, prolixe, comme lui, socialiste, comme lui. Mais pas déporté, pas résistant, pas héros. Lui, c'était un vrai héros. Enfin, c'est un autre sujet, mais donc j'ai pris son nom. C'est l'usurpation. Mais ça, c'est la version gentille du truc. C'est pour tenter de le faire vivre encore. Mais aussi, c'est l'admirer là où il est et pas dans la tombe. L'admirer en vie. Et alors, chose étrange. J'ai l'impression qu'Anita, c'est la petite fille d'Henri. C'est bizarre, hein? C'est pas la petite fille de Serge. Mais je peux pas expliquer, je peux pas développer, je suis pas psy, hein. J'ai épuisé tous les divans du monde, mais je suis pas psy. C'est Henri. Et ma mère est venue vraiment me parler. Je n'arrive pas à croire que c'est un songe bêta-souille ou je sais pas quoi. C'est une impression de réalité, comme vous êtes là devant moi. C'est-à-dire qu'elle était là, pas du tout effrayante, hein. Pas du tout genre fantôme dans les films. Non, elle était assise devant moi comme ça. Et elle me dit, Henri, il faut que je te parle. Pourquoi t'as pris le prénom de ton père et tu parles jamais de moi? Parce que c'est vrai, je parle pas souvent d'elle. Et alors là, j'étais emmerdé parce qu'elle me dit ça sur un ton genre sévère. Comme elles savent faire, les mamans, quand elles veulent... Bon, et là, je sais plus quoi dire. Je lui dis, mais alors... J'ai dit, mais parce que toi, t'es jamais morte. Genre, elle me fait, arrête avec tes conneries. Bon. Et j'ai dit, non, les mères, ça meurt jamais. Elle me dit, ah bon, ça veut dire quoi, ça? Mais je le pense, en plus. Les mères, elles sont en nous. Le père, c'est quelqu'un d'autre. Donc, il peut mourir, un autre. Mais la mère, non, on l'habite. Elle est en nous. Et je lui dis, et surtout les mères juives, elle dit arrête de faire tes blagues à dessous, pauvre type. Enfin bon, elle trouve pas ça rigolo du tout. Mais je lui dis, moi, c'est pour ça que je suis gros. C'est que j'habite un monde fou. Et vous deux en particulier. Bon, mais toi, surtout. Et donc elle s'en va. À ce moment-là, je sais plus comment ça se passe. Mais en tout cas, je me souviens très bien de cette conversation qui était pas aimable, qui était genre, on se parle. On fait le point. Pourquoi moi j'existe pas? Mais donc ça, j'ai l'impression de l'avoir vraiment vécu. C'est pas une feinte. Est-ce un rêve? Est-ce une réalité? Ça, c'est sûrement un rêve fondateur. Oui. Je vais de moins en moins sur la tombe de mes parents. Parce que, étrangement, les cimetières, celui des Juifs de Tunis, là, par exemple, qui est une démolition, quasiment, c'est pas là où je les sens, le plus. Donc, non, j'y vais moins qu'à un moment. Enfin, avant, j'y allais tout le temps. J'ai une maison que je loue à l'année en Tunisie, et c'est sur la photo, là, du bouquin, d'ailleurs, c'est là, au bord de la mer. Et avant, j'y allais tout le temps. Là, j'y vais moins, parce que, d'abord, je vois mon nom, Serge Moati. Le sien, mais le mien, devenu le mien. Le rituel, non, je suis entré en maçonnerie, en franc-maçonnerie quand j'étais gamin, enfin 18 ans, quoi, pour retrouver mon père dans l'ombre des loges maçonniques de l'époque. Et quand j'invoque, puisque vous me parlez de rituel, c'est par le rituel maçonnique que j'ai beaucoup cherché mon père. Et c'est des sortes de prières, c'est-à-dire que je ne connais aucune prière juive, je ne vais jamais à la synagogue, je ne connais rien de tout ça. Mais la maçonnerie, la mienne, hein, pas celle qui consiste à dire qu'est-ce que tu penses de la réforme des retraites, hein, ou je sais pas quoi. Non, c'était une maçonnerie uniquement sur le rituel. La vraie maçonnerie, je veux dire. Là, oui, je les ai invoqués. Mes frères et sœurs, on n'en parlait pas trop de la mort des parents, parce que eux avaient eu la chance de les connaître plus.
C'était des gens plus vivants pour eux. Alors que moi, c'était des métaphores presque. Enfin, mon frère il avait 13 ans de plus que moi. Et ma sœur, 9 ans de plus, la pauvre. Non, c'était pas beaucoup, mais quand même, elle avait vécu avec eux plus que moi. Donc on n'en parlait pas beaucoup. C'était un sujet un peu tabou. Je crois. Parce que qu'est-ce qu'on va se dire? Ah, les pauvres, qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce qu'on les aime? Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Ça va pas loin. Ma sœur a été exemplaire. Elle m'a pris avec elle. Elle a fait substitut un peu de mère, comme ça, etc. Quand j'ai eu 52 ans et qu'ils sont tous morts à 52, frères, père, mère, on se dit qu'on va y passer. Je me suis inventé toutes les maladies psychosomatiques du monde. Alors maintenant, je me sens vaguement éternel. Malgré ma voix chancelante aujourd'hui, je me sens quasiment éternel. Je me demande si je suis un père différent ou pas. Je ne sais pas. Je sais que je suis un père chiant, très inquiet tout le temps. Genre, ils prennent la voiture, il faut que tu m'appelles, hein, dès que t'arrives, hein, pas gaffe, hein, enfin, vous voyez, genre, là. Mais tellement fier que, bon. Mais ils me trouvent chiant. Tout le temps, savoir ce qu'ils deviennent, tout ça, etc. Il y a un déjeuner ici le samedi, par exemple, tous les samedis. Et, s'ils viennent pas, c'est une catastrophe. J'en fais une jaunisse. Moi, dès le mardi, par exemple, je commence à dire à samedi. Et ben, ils me disent, mais papou, arrête. Enfin, ils ont pas besoin que je leur dise ça, en plus. Mais ça fait partie là, c'est un rituel. Je les adore, quoi. Évidemment qu'il y a l'angoisse de la perte. Je pense qu'être orphelin, vraiment, c'est un truc qui ne vous quitte pas. La perte m'accompagne. La seule chose, c'est Anita qui donne une espérance. Mais je ne veux pas me cantonner à le titre de mon bouquin, je suis un vieil orphelin. Non, je suis un jeune grand-père. Si vous avez été touché par cette histoire, n'hésitez pas à la partager autour de vous. Vous pourrez aussi trouver de nombreux articles sur le deuil en consultant le site happyn.life ou aucirp.fr. Quant au livre de Serge Moati, Lettre à Anita, vous le trouverez aux éditions Fayard.